Alors, j'ai déjà parlé de notre association et de sa vocation à faire de la formation. C'est vraiment son ADN et à la suite de Claude Huguet et de Xavier Pouliquen, nous essayons de continuer ce qu'ils ont commencé il y a maintenant 20 ans. Alors, il y a 10 ans, euh, mon prédécesseur, Jean-Luc Mouly, dans cette même assemblée, avait posé une question, c'était la chirurgie, la formation à la célioscopie a-t-elle une place dans l'humanitaire? Alors, il faisait état à cette époque, il y a 10 ans, de l'expérience que nous avions déjà au Mali, à l'hôpital du Point G à Bamako, et à Madagascar, à Antsirabe et où à Bamako, les praticiens formés en célio étaient devenus totalement autonomes et avaient même créé une école de célioscopie pour la chirurgie de l'Ouest. Et à Antsirabe, où le chirurgien que nous avions formé était lui aussi devenu autonome et surtout enseignait la célioscopie à ses collègues. Alors, il concluait donc cette argumentation en disant la célioscopie dans les pays en voie de développement n'est pas un luxe, mais une nécessité, et le désir de formation des jeunes chirurgiens en est un formidable plaidoyer. Alors, en nous appuyant sur ces résultats, nous avons continué depuis 10 ans à faire des formations de célioscopie dans les pays africains. 4 pays, le Tchad, Madagascar, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Je vous dirai d'abord un mot de la philosophie de nos actions, la façon dont elles se passent. Il est important pour nous de former des praticiens dans leur propre pays, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils apprennent à travailler dans les conditions locales, c'est-à-dire avec très souvent un manque de moyens. Et d'autre part, il est préférable pour eux qu'ils soient formés dans leur pays. Ils n'ont pas ainsi la tentation de l'Occident, entre guillemets, qui fait qu'il y a une fuite, comme l'a déjà dit Bernard, une fuite des praticiens, des cerveaux, vers l'Europe ou le monde occidental. Et par ailleurs, la célioscopie, évidemment, sa finalité, c'est d'améliorer les conditions de santé de la population et de rendre ces hôpitaux où nous faisons de la célioscopie attractifs pour les praticiens qui n'auront plus la tentation de partir. Alors, comment sont menées nos missions? Bernard l'a un peu abordé. Il y a un certain nombre de préalables. Il faut d'abord une demande des pays. Ce n'est jamais nous qui allons nous proposer pour former à la célioscopie, c'est les hôpitaux qui nous demandent de venir. Les praticiens candidats à la formation doivent se faire connaître et on doit connaître leur motivation. Puis vient l'étape de mission d'exploration qui permet de rencontrer les chirurgiens, de s'assurer du bon fonctionnement de la colonne, parce que c'est quand même très important, la présence de boîtes de célio, de se renseigner sur la possibilité de se fournir en CO2. Ça, c'est un problème dans beaucoup de pays, et comme l'a dit Bernard, on se fournit dans les brasseries locales, ce qui est une très bonne solution, peu onéreuse. Alors, il faut s'assurer d'une chose importante, c'est le recrutement. Pour pouvoir apprendre à opérer, il faut qu'il y ait des malades et que la mission soit rentable, entre guillemets. Dans certains pays comme le Tchad et Madagascar, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, il n'y a pas de système de sécurité sociale. Les malades sont obligés de payer leurs interventions. Et à Madagascar, pays que je connais bien, le patient qui sort de consultation a une ordonnance pour aller acheter à la pharmacie de l'hôpital tout, depuis la compresse jusqu'à la tubulure de perfusion, etc. À cela se rajoutent les frais d'hospitalisation. Et en moyenne, une cholécystectomie revient à 150 euros alors qu'on sait que le revenu moyen pour habitant par mensuel est de 50 euros. Donc, beaucoup de malades ne peuvent pas se faire opérer. Et quand on va là-bas en mission, le matin même, il y a des annulations parce que les patients n'ont pas acheté ce qu'il fallait pour venir se faire opérer. Ils sont renvoyés chez eux. Dans d'autres pays comme le Cap-Vert et l'Éthiopie, c'est différent. Il y a un système de sécurité sociale à peu près équivalent au nôtre, c'est-à-dire que les malades payent un forfait qui est variable selon le type d'intervention, un forfait tout à fait raisonnable. De mémoire, il est de 30 euros pour une cure de hernie, 20 euros pour une appendicite. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose de raisonnable et ils n'ont aucun frais. Tout est payé par le système de sécurité sociale. Euh,
Le recrutement, donc, est beaucoup plus important dans ces pays, le recrutement de malades, et donc ça se fait ressentir sur la formation, parce que en moyenne, lorsqu'on va au Cap-Vert, on opère 20 malades dans la mission, et alors que à Madagascar, on n'a même pas la moitié, c'est-à-dire qu'on va opérer 10 à 12 malades, ce qui est quand même beaucoup moins intéressant pour les chirurgiens que l'on forme et pour nous-mêmes les formateurs. Alors, quels sont les outils pédagogiques? Chaque praticien qui est formé dispose d'un exemplaire du manuel de célioscopie adapté aux pays en développement. Ce manuel, il a été écrit par des chirurgiens de chirurgie solidaire, des anesthésistes, des ibodes, et il a 3 volets, c'est-à-dire un volet chirurgical, un volet anesthésique, un volet qui intéresse les ibodes. Deuxième moyen pédagogique, c'est le laparotraîneur. Évidemment, pour apprendre à faire les nœuds, on bricole les laparotraîneurs avec des boîtes en carton et dans lesquelles on met des caméras, etc. Les séances de débriefing post-opératoire, très importantes. Les interventions étant enregistrées dans la mesure du possible, on peut repasser l'après-midi les interventions du matin. Et enfin, pour les praticiens, le recours au site de e-learning sur Internet qui leur permettent de voir ce qui se passe dans le monde et les différentes techniques qu'ils peuvent éventuellement mettre en pratique. Alors, le but des missions, c'est de former 2 à 3 chirurgiens dans chaque pays. 2 ou 3 chirurgiens, mais il faut savoir aussi, comme on l'a dit, qu'il y avait des anesthésistes. C'est-à-dire que dans les missions, il y a toujours un chirurgien, une anesthésiste, une ibode, et que la célioscopie étant une anesthésie très spécifique avec des risques propres, il est très important que l'anesthésie soit enseignée en même temps que la chirurgie. Et troisième volet, l'IBOD, elle a un rôle capital. D'abord parce que quand on arrive dans certains pays, on a une montagne de matériel qui a été laissée par les missions précédentes américaines, australiennes ou autres. Il faut trier ce matériel, il faut ressortir, vérifier que les colonnes sont dans le bon ordre de fonctionnement, vérifier qu'on a du gaz carbonique. Donc, l'IBOD a une responsabilité très importante. C'est plus facile de former des ibodes que de former des chirurgiens, ce qui fait que dans certains pays, comme par exemple en Éthiopie, on a formé 6 ibodes et que maintenant, quand les missions partent, il n'y a plus d'ibodes ou une fois de temps en temps parce qu'ils sont vraiment très compétents, très astucieux. C'est vraiment le système D et ils prennent vraiment à cœur que le système marche. Et on en est chaque fois très reconnaissant pour ceux qui sont partis en mission récemment dans certains pays. Je pourrais témoigner que c'est vraiment une cheville importante. Alors, comme cela a été le cas au Mali et à Antsirabe, le but ultime, c'est que les praticiens que nous avons formés deviennent à leur tour formateurs. C'est-à-dire que nos missions, elles ne vont pas s'éterniser. Il faut qu'au bout du compte, les chirurgiens, les anesthésistes et les ibodes deviennent à leur tour formateurs. Alors, nos missions en général durent 10 à 15 jours. Alors, elles sont rythmées à peu près par les dossiers de malades qui sont vus la veille de l'opération ou le matin. On opère en général difficilement plus de 3 patients par jour parce qu'il y a une certaine lenteur du système. Et l'après-midi est consacré à des cours théoriques, à du débriefing. Et l'enseignement au bloc se fait par compagnonnage. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais des opérateurs. C'est toujours un chirurgien local. Et au début, évidemment, nous sommes derrière lui, nous sommes habillés, nous sommes et prêts à prendre la main. Puis, ensuite, on se retire et ce sont 2 chirurgiens locaux qui opèrent. Et on est présent en salle d'opération, on surveille, on conseille, voilà, et on corrige les faux gestes, et on s'habille quand il y a un problème hémorragique de conversion, etc. Voilà, donc ce compagnonnage, c'est essentiel. C'était déjà le cas pour la chirurgie essentielle il y a 20 ans, mais ça reste d'actualité et que c'est le meilleur moyen de savoir. Et il est encore plus facile en célioscopie, puisque nous sommes passés par là lorsque nous avons suivi notre formation en célioscopie, c'est-à-dire que le fait que l'intervention soit télévisée rend beaucoup plus facile l'enseignement.
Voilà donc pour un petit peu ce que l'on fait. Alors, l'état des lieux aujourd'hui. D'abord, à qui s'adresse cette formation? Alors, en général, c'est des chirurgiens expérimentés qui ont souvent fait des stages en Europe ou aux États-Unis, et qui, revenant dans leur pays, n'osent pas se lancer seuls. Parce que quand ils viennent en France, ils opèrent rarement tout seuls et ils n'ont pas d'assurance suffisante pour se lancer. Les types d'interventions enseignées, alors on a commencé par le gold standard, c'est-à-dire on a la cholécystectomie, parce qu'on a considéré, comme ça a été aussi le cas chez nous, on a calqué l'évolution là-dessus, comme ça a été le cas chez nous, on a commencé par la cholécystectomie parce que c'est relativement réglé, voilà. Et il y a des malades, il y a beaucoup de lithiase en Afrique, donc on a commencé par. Ensuite, on a élargi aux appendicectomies, et surtout aux célioscopies exploratrices. Et c'est une bonne indication lorsque les scanners ou les IRM ne sont pas à disposition. La cellule exploratrice dans les bilans des précancers est une très bonne alternative. Euh, Parallèlement, en gynéco, puisque je vous le dirai après, il y a une partie gynéco. La gynéco, c'est essentiellement la stérilité, le bilan de stérilité, les plastitubaires, les kystes de l'ovaire. Voilà. Donc, en digestif, qui a été au départ l'essentiel, on a formé un certain nombre de chirurgiens, je le détaillerai là pays par pays. Et en gynéco, on est moins avancé parce que ça n'était les chirurgiens ici sont en général des chirurgiens digestifs et nous avons commencé par développer la célioscopie digestive. Alors, nos zones géographiques d'intervention, c'est 4 pays, le Cap-Vert, l'Éthiopie, Madagascar et le Tchad. Alors, le Cap-Vert, 7 missions se sont rendues à Praia. Praia, c'est la capitale de l'archipel, qui est faite d'une douzaine d'îles. C'est la ville principale. Elles sont concentrées sur la chirurgie digestive. 2 praticiens ont été formés à la pratique de la cholécystectomie. L'un d'entre eux en a effectué 25, l'autre un peu plus de 30. Et maintenant, pour cette intervention, ils sont complètement autonomes. C'est-à-dire qu'ils opèrent quand nous ne sommes pas là. Et ça a donné lieu, ça nous a fait plaisir, c'est que il y a eu des articles de presse sur la première opération faite, cholécystectomie faite à Praia par des chirurgiens capverdiens. Et je leur ai délivré une attestation de formation parce que, comme on va le voir après, il n'y a pas de reconnaissance universitaire. Ce sont des attestations de formation, mais qui leur permettent de se lâcher, enfin de travailler en autonome dans leur pays. Alors, dans ce pays, le Cap-Vert, c'est très structuré. Nous avons en projet la deuxième île, c'est Mindelo, enfin la ville, c'est Mindelo. Et au mois de mai, une mission part avec une double casquette digestive et gynéco. C'est une île où il y a du matériel, mais où aucun chirurgien capverdien ne fait de la célioscopie. Ce sont des Cubains qui passent ou des. L'Éthiopie, 9 missions. L'hôpital de Jima. Jima, c'est une ville universitaire du sud du pays, 200 000 habitants. 3 chirurgiens formés en cellio digestive, 3 chirurgiens formés en gynéco, en partenariat avec l'université de Lyon 1, c'est cette université qui nous a permis de nous implanter en Éthiopie, où ils avaient déjà, grâce aux gynécologues et à la chirurgie voix basse, ils avaient eu des contacts. Ils nous ont mis en rapport avec eux. 2 des chirurgiens ont été testés avec un test théorique qui ressemblait à ce qu'on a passé ici, enfin ce que j'ai passé ici pour le DU de Célio, et des épreuves pratiques en salle d'opération. Madagascar, on intervient au CHU d'Antananarivo, la plus grande hôpital du pays. 7 missions ont eu lieu. On a formé 3 chirurgiens, maintenant autonomes pour les interventions basiques dont je vous ai parlé. Enfin, le Tchad, avec le service du professeur Choua. Moi, j'ai 5 missions, il nous a dit 4, moi j'en ai 5. Au CHU de N'Djamena, l'hôpital de N'Djamena, où 2 ou 3 chirurgiens sont pris en charge. Mais ce pays est un petit peu victime de l'insécurité qui règne. N'Djamena est à peu près sécurisé, mais c'est vrai que c'est le pays le plus instable parmi ceux dans lesquels on se rend. Nous allons reprendre, les missions ont été un petit peu arrêtées, nous allons les reprendre rapidement avec le professeur Choua dans des délais rapides.
Alors, quels sont les résultats obtenus par ces sessions de formation? Donc, on a dit 4 chirurgiens formés avec une attestation de formation et toutes les équipes capables d'opérer en notre absence, aussi bien anesthésiques, chirurgiens et IBOD. Les IBOD, bon, on a vu, sont maintenant ont été formés dans tous les pays, mais dans certains, nous partons toujours avec une IBOD parce que il y a encore de mauvaises habitudes à perdre. En fait, c'est ça le problème, de mauvaises habitudes à perdre. Et l'anesthésie, parce que nous souhaitons complexifier les procédures que nous leur enseignons, et donc l'anesthésie reste indispensable pour les suivis opératoires, etc. Alors, d'autre part, nous demandons maintenant aux praticiens une évaluation de la formation qu'ils ont reçue. On leur demande en retour de nous donner une évaluation de ce qu'ils ont reçu et un bilan de leur activité individuelle en notre absence, l'activité qu'ils ont en notre absence, avec les résultats en termes de conversion, de complications péropératoires, de morbimortalité. Donc, on arrive au stade maintenant où, opérant en solo, ils peuvent nous faire un retour de leur retour d'expérience. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? Il y a plusieurs pistes. Celle que l'on voudrait atteindre, c'est l'extension de la célioscopie aux urgences abdominales. Vous savez tous. Je vais parler dans le micro parce que les gens n'entendent pas. L'extension de la célioscopie, merci, aux urgences abdominales, qui est une excellente indication, comme vous le savez, mais on se heurte dans ces pays à un système qui est de séparation des blocs opératoires entre le bloc des urgences, qui se trouve au rez-de-chaussée, et les blocs opératoires au premier étage. On ne peut pas promener les colonnes, c'est très difficile. Donc, pour l'instant, on n'est pas arrivé dans aucun des 4 pays à obtenir de pouvoir opérer les urgences abdominales. La chirurgie de la hernie hiatale, qui est une chirurgie, qui est l'étape suivante chez nous dans le cursus des chirurgiens, il y a très peu de hernie hiatale en Afrique. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une indication que l'on va leur enseigner. La cure de hernie par célioscopie est exclue en Afrique parce qu'elle n'est pas adaptée. On a affaire à des très grosses hernies. Il y a le problème de l'implantation de matériel, de prothèses. Et donc, pour l'instant, on a fait quelques essais. Certains ont montré comment on faisait cette intervention, la mise en plaque de plaques sous célioscopie, mais nous pensons qu'elle n'est pas adaptée à l'Afrique. La cancérologie digestive, nous pensons que c'est une bonne indication, mais on se heurte à un problème matériel, c'est que les pinces à suture automatiques coûtent cher et que la célioscopie nécessite l'usage de pinces à suture. Et cette chirurgie est difficile sans ce matériel. Et le deuxième obstacle, le deuxième inconvénient, c'est que les patients arrivent souvent à un stade tardif des cancers parce qu'ils ont très peu accès à l'endoscopie. Ils ont peu accès à la chirurgie, mais ils ont également peu accès à l'endoscopie. Et lorsqu'on dépiste des cancers colorectaux, c'est souvent à des stades de carcinose, à des stades métastatiques, et on a beaucoup moins d'indications que chez nous. Et enfin, dernière piste d'évolution, c'est l'ouverture à d'autres spécialités. Ils sont très demandeurs de célioscopie urologique et de célioscopie infantile. Voilà, nous sommes en train de voir, par exemple, en Éthiopie, on met les gens en rapport avec des chirurgiens de Necker pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut acquérir le matériel et que des praticiens spécialisés en chirurgie infantile puissent s'y rendre. Voilà, alors pour conclure, les points positifs. Les équipes médicales et paramédicales sont très motivées. Mais il faudrait convaincre les administratifs du progrès que représente la célioscopie. Et pour cela, nous avons incité les équipes à rédiger un projet médical d'établissement calqué sur le modèle que nous avons chez nous, de façon à apporter un document aux administrations et d'autre part, et surtout, trouver des financements auprès des bailleurs locaux, c'est-à-dire les entreprises locales, les ONG locales, les ambassades de France, etc. Bon, parce que le problème financier, vous vous en doutez, est un vrai problème quotidien.
Le raccourcissement des délais d'hospitalisation, ça existe chez nous, bien sûr, c'est l'avantage de la célioscopie, mais là-bas, c'est encore plus important parce que le malade qui reste 8 jours à l'hôpital ne travaille pas pendant 8 jours. Et pour un artisan ou un petit commerçant qui se fait opérer, il préfère faire un ambulatoire ou sortir le lendemain d'intervention pour reprendre son travail le surlendemain. Et puis le coût de l'intervention lui coûte moins cher puisqu'il reste moins longtemps hospitalisé. Autre chose importante pour l'Afrique, c'est la rareté des complications pariétales. Parce que pour ceux qui ont pratiqué l'aparotomie en Afrique, beaucoup se soldent par un abcès de paroi, donc des éviscérations ou des éventrations. Ces inconvénients, bien entendu, n'existent pas avec la célioscopie. Et enfin, l'attractivité des hôpitaux où nous intervenons, tant pour les patients qui viendront se faire opérer dans de meilleures conditions et que pour les jeunes chirurgiens qui resteront dans leur pays, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, et viendront se former dans cet hôpital. Mais les points négatifs, et je terminerai là-dessus, c'est la difficulté de recrutement des patients, le coût de la célio en termes de réparation, d'achat de matériel et de consommables, et nous sommes tout le temps à la recherche de sources de financement. Alors, nous sommes une petite organisation, Chirurgie est une petite ONG, mais bon, nous essayons d'avoir des subsides des ambassades de France, qui sont nos principaux bailleurs, et d'avoir en France quelques amis, entre guillemets, qui veuillent bien nous soutenir. Enfin, dernière chose, l'absence de reconnaissance universitaire. C'est-à-dire que je ne peux pas délivrer un diplôme universitaire qui serait quand même beaucoup plus valable, beaucoup plus de poids dans ces pays. Et nous avons, il n'y a pas très longtemps, rencontré les gens d'assistance publique avec Gilles Parmentier, qui sont très ouverts à ce problème et qui nous conseillent fortement et nous incitent à avoir le parrainage d'un CHU parisien pour pouvoir valoriser ces attestations de formation que nous leur donnons. Alors au total, nous continuons à penser que la voie qui a été ouverte il y a 20 ans par Gabriel Balik et Jacques Périssa au Mali, avec l'aide d'Edmond Estour, est la bonne voie et qu'il faut la poursuivre. Et j'en veux pour preuve l'ouverture récente à Kigali, au Rwanda, de l'antenne de l'IRCAD de Jacques Maresco, destinée à former des chirurgiens africains à la célioscopie. Nos deux démarches sont complémentaires, parce que je pense que l'IRCAD, c'est très bien, mais il faut tenir compte de la réalité du terrain. Et ça, c'est un petit peu notre expérience. Alors, cette dernière démarche de l'IRCAD montre que, si c'est encore nécessaire, que la célioscopie a un grand avenir en Afrique et que sur ce continent, grâce à cette technique, peut rayonner l'excellence de la chirurgie française, comme le souhaite la fondation de l'Académie, comme nous l'avait dit il y a quelque temps. Merci. Bravo pour cette remarquable état des lieux. 10 ans de boulot, c'est remarquable. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de temps. Je propose peut-être juste 2 questions et ensuite on passera au sujet suivant. Hubert. Merci. Bravo pour ce que vous faites. Je voudrais justement, vous avez insisté sur l'absence de reconnaissance universitaire. Mais quel est le point de vue des universitaires dans les pays où vous travaillez? Parce que je ne suis pas sûr que les universitaires français soient vraiment soutenus par les ambassades, parce que les ambassades ne reconnaissent pas les diplômes d'université que l'on délivre en France. Mais peut-être que les universitaires africains, ils ont un point de vue. Et est-ce que vous avez eu des contacts de ce point de vue? On peut imaginer qu'il y a des pays où il y a des endroits où il y a des universitaires qui sont plus allants que d'autres. Oui, oui, bien sûr. Le problème de l'Afrique, c'est que les universitaires sont très, très occupés par leur rôle d'universitaire et sont relativement peu, pratiquement dans Madagascar, par exemple, on ne rencontre jamais un chef de service dans son service, au bloc opératoire. Mais ils sont, parce qu'il a un rôle administratif et universitaire très important. Mais il est conscient que si vous voulez un partenariat
avec l'université française, enfin un CHU français, puisque lui est à la tête d'un service dans un CHU, est très important parce que il voit ça en termes d'échange, évidemment, de praticiens envoyer ses élèves en France, mais aussi parce que ce diplôme que nous essayons de mettre sur pied dans ces pays prendra de la valeur si le chef de service et l'université reconnaissent la valeur de ce diplôme. Donc nous, notre travail, c'est de former les gens, de leur faire passer des tests, et ensuite qu'ils soient labellisés. Voilà, donc ils soient labellisés. Mais ils sont tout à fait d'accord et ils sont très intéressés par la démarche que l'on. Compléter un tout petit peu parce que, en l'occurrence, la conférence des doyens de médecine d'expression française, la CIDMEF, est tout à fait à même de mettre au point une collaboration structurelle, institutionnelle entre les équipes françaises et les équipes universitaires africaines. Je crois que c'est fondamental et il suffit véritablement d'œuvrer à générer des liens forts, comme vous les avez déjà, mais peut-être en passant par les structures de la CIDMEF qui sont disponibles. Et donc, c'est un sujet certainement, puisque l'accréditation et la diplomation des collègues qui passent dans ce genre de... C'est très important et c'est quelque chose qui apportera beaucoup au pays, donc c'est vraiment fondamental. Et c'est un sujet qu'on pourra vraiment traiter de manière très forte au RICF au mois d'octobre prochain, parce qu'on va travailler justement, il y aura les représentants de la CIDMEF, de la conférence des doyens française, et il faut trouver les moyens et des collègues comme Rachid Sani, etc. Oui, tout à fait. Je partage tout à fait ce point de vue. C'est parce que, mais nous, malheureusement, on a un petit peu la tête dans le guidon. On est sur le terrain et voilà. Quand on nous pose cette question, comment faire pour valider nous reportons à l'assistance publique qui nous dit il faut vous faire parrainer par un hôpital ou une université parisienne. Voilà, donc, peut-être que Richard Villet peut-être te donner des compléments là-dessus. Vous savez qu'on est allé en République démocratique du Congo, à l'hôpital de Panzi, et on a obtenu. C'est uniquement une question de volonté de doyen. Exactement. Grâce au professeur Deschamps de Tours, on a obtenu l'aval du doyen de Tours qui a validé le DU de M. Mukwege à Panzi. Alors, il y avait bien évidemment une connotation politique, mais donc il y avait à la fois les Congolais, enfin la République démocratique du Congo et le doyen de Kinshasa, et en même temps le doyen de Tours. Et sous couvert, il y a une autre chose quand même auquel ils sont sensibles, et là l'Académie de chirurgie, je me tourne vers la nouvelle présidente et vers les anciens présidents, ils sont quand même très sensibles à effectivement un diplôme universitaire reconnu par l'université, mais le label de l'Académie de chirurgie est un plus dans ce diplôme. Et c'est ce qu'on a vu pas à Kigali, mais à Panzi chez M. Mukwege. Voilà. Alors, oui, un petit commentaire. Oui. Donc, Alain Rafour, cadre infirmier anesthésiste. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la formation en chirurgie amène d'autres avantages. Je veux parler de la sécurité en anesthésie d'une manière globale, puisqu'il y a un équipement complémentaire qui se fait avec des respirateurs qui marchent en circuit fermé avec capnographe. Donc, amélioration de la sécurité en anesthésie d'une manière générale. Diminution des consommations d'oxygène, diminution des consommations en gaz halogénés très chers comme le sévofurane. Et enfin, je terminerai par ça, diminution du risque anesthésique pour le personnel présent dans les blocs opératoires, puisque le circuit fermé permet de diminuer le rejet de gaz expirés comme le sévofurane, donc protection du personnel de bloc opératoire qui est beaucoup moins exposé aux gaz anesthésiques. Très bonne remarque, d'où l'importance qu'il y ait un anesthésiste ou un infirmier anesthésiste dans toutes les équipes.